Merci. Oui, bien sûr, les complications intestinales sont assez communes dans les patients qui souffrent de SED. Je vais vous parler de mon expérience. Ici, lors des 10 dernières années, nous avons fait des recherches pour essayer de bien comprendre cette implication qu'il y a au niveau digestif. Donc, pour vous donner une description anatomique, eh bien, c'est un tube très long qui commence dans la bouche et qui va jusqu'à l'anus. Après la bouche, vous avez l'œsophage, le gosier, comme on dit. Puis, après, il y a une valve. C'est cette jonction gastro-œsophagienne. Quand on avale, ceci nous permet que les aliments descendent jusqu'à l'estomac. Et l'estomac, c'est ce qui va mélanger les aliments. C'est ce mixeur qui va couper les différentes particules en petites parties. Puis les aliments passent lentement jusqu'à l'intestin où se produit la digestion. Donc les aliments dont on a besoin sont absorbés et le reste va vers le côlon. Le côlon est un tube assez grand également. Et toute l'eau que l'on trouve là-bas dans les déchets vont passer là-bas par le côlon également. Donc l'eau est absorbée et on arrive jusqu'à la fin, le rectum, c'est la fin du côlon. C'est là où on a besoin d'aller aux toilettes pour évacuer. Eh bien, les intestins ont différentes couches. Et si on observe la partie du milieu, si on voit le cercle là, c'est la partie interne. C'est là où sont les aliments. Et tout cela fait partie de l'intestin grêle. Et c'est là où les éléments nutritifs sont reconnus pour plus tard les absorber. Puis il y a submucose. Là, il y a un plexus assez riche en nerfs. Et on a deux couches musculaires. Donc une couche circulaire et une couche longitudinale du muscle. Et autour, il y a encore un autre plexus. Donc vous voyez, il y a vraiment un apport riche en nerfs autour de l'intestin. Et ceci est aussi important que dans la moelle épinière. Il y a autant de nerfs que dans la moelle épinière. C'est vraiment un des nerfs du corps. Vraiment, on va connecter tous les nerfs donc, dans tout le corps jusqu'au tube digestif. Si on regarde cette section transversale pour voir où se trouve le collagène, on va voir qu'il y a des fibres de tissu connectif qui se déplacent lors du muscle longitudinal, celui de l'extérieur, jusqu'à la partie du milieu, qui est là où se trouvent les nerfs. Et donc, à côté de où se trouvent les nerfs, on voit le plexus mi-entérique. C'est là où se trouvent les nerfs. Et à côté du plexus mi-entérique, on voit qu'il y a beaucoup de collagène, de fibres de collagène et de fibres d'élastine. Donc en rouge et en bleu. Là, il y a beaucoup de tissus conjonctifs. Et voilà, l'élastine et le collagène sont assez communs. Et ces fibres sont assez localisées autour des nerfs de l'intestin. Donc on pourrait penser que s'il y a un problème avec le collagène, les muscles et l'estomac pourraient fonctionner pour ne pas bien fonctionner. L'idée que les symptômes intestinaux existent chez les patients qui souffrent de SED a été décrit par le professeur Graham et le docteur Hakim dans cette publication de 2004 où ils ont décrit que toute la panoplie de symptômes des personnes qui souffrent de SED. Donc on voit que c'est des problèmes d'hypermobilité. Eh bien, les problèmes
sont ici mises en avant. Et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes de ces problèmes intestinaux. Il y a beaucoup de personnes par rapport à la population de contrôle. Et on voit ici un résumé de tous les chiffres qui ont été publicités et on voit toute la gamme de symptômes qui sont associés aux patients avec SED hypermobile et aussi les patients de la maladie de Haller-Worden-Spatz, le HSD. Donc il y a certains symptômes qui sont plus récurrents, comme la nausée. C'est un symptôme qui est mentionné souvent chez ces patients, 71%. Aussi les remontées gastriques, l'acide gastrique, ce qu'on appelle les brûlures d'estomac, d'une manière commune, c'est assez commun. Ce qui est aussi fréquent, c'est le ballonnement. Aussi l'indigestion, deux types d'indigestion. Une indigestion associée à des douleurs, donc cette douleur épigastrique, c'est 80% des patients, c'était le cas. Après, se sentir plein après un repas, tout de suite, c'est très fréquent. C'est vraiment des types d'indigestion qui sont reconnus dans la littérature internationale. Ce sont deux éléments qui sont très communs d'après notre expérience auprès des patients. La douleur abdominale est vraiment le symptôme le plus courant. Donc, presque 100% des patients se sont plaints de ceci dans les séries qui se sont présentées dans notre clinique. Et puis, finalement, aussi des problèmes de transit intestinal. Donc, on peut avoir une constipation pendant un temps, puis une diarrhée, puis la constipation qui va revenir. Donc, ce sont des patrons qui semblent se manifester assez fréquemment. Il y a un article qui a été publié récemment, il y a quelques semaines en Australie, où il comparait la prévalence des symptômes et des diagnostics chez les patients avec les deux SED hypermobiles et on le compare avec aussi les autres SED. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence dans les symptômes présents chez les patients de SED hypermobile ou les autres. Donc, par exemple, le classique ou le vasculaire. Donc, j'aimerais simplement dire qu'il y a évidemment le syndrome des troubles digestifs, du côlon irritable, une dyspepsie, donc comme les indigestions dont on parlait, presque 55% dans les deux groupes qui ont été présentés. Et je crois que c'est intéressant de voir ça. Quelque chose qu'on voit souvent dans nos cliniques, il y a des vomissements qui apparaissent d'une forme cyclique, des patients qui vont vomir, puis ça se rétablit pendant quelques semaines, quelques mois, puis un autre cycle de vomissement. Et c'est souvent associé à des migraines, d'ailleurs, il faut le dire. On voit ceci de plus en plus. Lorsque nous observons les problèmes intestinaux qui existent, et lorsqu'on essaie de le catégoriser en différentes catégories, justement, et moi je parlerai de problèmes mécaniques, de problèmes de sensibilité intestinale et des problèmes liés à un épanchement au niveau des intestins. Donc, on peut avoir un type de problème ou l'autre, et certains patients vont souffrir de ces trois types de problèmes. Lorsqu'on observe les problèmes mécaniques, je donne toujours cet exemple. On ouvre le robinet à la maison et puis on voit que l'eau apparaît comme ça. C'était comme... par contre, si on avait un tuyau d'arrosage en caoutchouc, le tuyau... On voit que l'eau ne vient pas si rapidement que dans le robinet. Et c'est une loi naturelle de la physique. Le flux dans un tube est meilleur lorsque le tube est plus rigide. Et si on a un problème où les nerfs et les muscles intestinaux ne fonctionnent pas aussi bien qu'on l'attend, à cause de la connexion entre le tissu conjonctif et les nerfs et les muscles, eh bien, à ce moment-là, évidemment aussi si le collagène est plus élastique, eh bien, il est possible que les mouvements intestinaux soient plus lents.
Et on pourrait imaginer que les intestinaux sont plus élastiques et s'étirent davantage dans les patients. Et c'est quelque chose qu'on voit dans la partie inférieure de l'intestin, aussi jusqu'au rectum, par exemple, où il y a un certain ballonnement du rectum. Et il y a un sous-groupe de patients, on voit un relâchement de l'intestin. Mais ceci n'est pas universel, ce n'est pas le cas de tous les patients, ils n'ont pas ces intestins relâchés. Il y a des défauts dans le mouvement, mais pas forcément cet intestin relâché. Pourtant, il est possible qu'il soit plus élastique. Dans les colonoscopies, on peut souvent voir que c'est un intestin long et sinueux. C'est un type d'anecdote dans les patients de SED. Comme je le disais, il y a des reflux, ces remontées gastriques qui sont assez communes chez nos patients. Ceci pourrait être dû à une combinaison de facteurs. L'œsophage peut être faible, il ne pousse pas les aliments assez rapidement. L'estomac aussi pourrait être plus faible. Et ceci fait que l'acide remonte sur l'œsophage parce qu'il reste dans l'estomac pendant davantage de temps. Et la valve qui a l'estomac pourrait être plus faible. Donc cet acide ne redescend pas dans l'appareil digestif aussi rapidement qu'il devrait le faire. Et on a ces symptômes par conséquent. D'habitude, il n'y a pas vraiment d'inflammation à l'œsophage lors de ce reflux. Il y a des symptômes qui ont très reflux, mais cela n'implique pas d'inflammation de l'œsophage. On voit qu'il y a souvent des difficultés à avaler. Et il y a toute une série de patients qui ont l'impression que les aliments restent bloqués dans leur œsophage lorsqu'ils avalent. Ceci pourrait être dû au fait que le fait d'avaler des aliments exige que l'œsophage réalise des contractions pour faire descendre les aliments vers l'estomac. Et nous avons mené des études qui nous montrent que dans beaucoup de patients avec un SED hypermobile, spécialement, les mouvements de l'œsophage sont faibles. Cela crée des difficultés aussi pour avaler à cause de ces contractions qui ne sont pas aussi bonnes qu'elles devraient l'être. On a parlé de dyspepsie, d'ingestion. Alors, on parle de dyspepsie et c'est vrai que dans le passé, on ne connaissait pas les causes de ces problèmes, mais on voit des patients qui ont donc ces brûlures d'estomac ou qui sentent un certain ballonnement. Donc dyspepsie, nausées, vomissements, ceci peut être assez commun. Cette dyspepsie, cette indigestion. On peut aussi sentir une pression au niveau de l'abdomen. C'est quelque chose qui est décrit assez souvent. Et donc les ballonnements. Les ballonnements, encore une fois, c'est un symptôme très fréquent. On peut ressentir qu'on est plein, très plein après le repas. Et donc il y a un relâchement au niveau de la peau. Et des fois, il parle vraiment d'une sensation d'être rempli. Donc ce type d'indigestion pourrait être associé à des problèmes de vidange de l'estomac. On voit que l'estomac se vide très lentement. Donc l'estomac va mélanger les aliments, le réduire en plus particules. Et puis il y a ces flux gastriques qui vont nous aider à la digestion. Donc doucement, l'estomac pousse les aliments vers le duodénum, donc la partie supérieure de l'intestin grêle. Donc si l'estomac ne se vide pas assez rapidement, on va se sentir plein, on va peut-être avoir des nausées et on risque aussi d'avoir envie de vomir. Et si l'estomac se vide rapidement, on peut aussi se sentir plein. Pourquoi? Parce qu'il y a cette valve qui amène les aliments vers le duodénum, mais le duodénum est plus étroit.
Donc évidemment, si cela va trop vite, on peut s'en sentir mal à l'aise et avoir aussi des sensations de vomissement, des nausées, etc. Donc il est difficile de bien faire la différence à moins de réaliser les tests qu'il faut pour savoir si le transit intestinal au niveau de l'estomac est trop rapide ou trop lent. La constipation également est un problème commun chez nos patients. Excusez-moi. Et ce que cette radiographie montre, c'est que un patient a obtenu des éléments de contraste, c'est grâce à des capsules. Et ces capsules, on va les suivre au cours de plusieurs journées pour voir quel est leur parcours. Donc c'est une radiographie qui a été prise au jour numéro 5. Donc au jour numéro 5, on devrait avoir tout éliminé. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Voilà, ici. Merci. Donc, au 5e jour, tout devrait être éliminé. Mais si on voit que les marqueurs sont encore présents et ils sont tous dans la partie gauche du côlon. On dirait que c'est à droite, mais bon, c'est à cause de la radiographie, finalement. La partie droite de l'image, c'est la partie gauche du côlon. Et tout est localisé au niveau pelvien. Donc, on voit qu'il y a des problèmes d'évacuation, que le transit, on observe que le transit en général est normal. Les marqueurs restent dans le rectum, mais en fait, il y a des problèmes d'évacuation. Ceci pourrait être dû à différents problèmes. Peut-être que le plancher pelvien ne bouge pas suffisamment bien. En plus de ceci, il pourrait avoir un problème avec le rectum. Le rectum, quand il essaye de presser, il n'arrive pas à presser, il faut attendre que ça pousse. Donc vraiment, on voit que les selles restent dans la poche qu'il y a au niveau du rectum. Tâche que je le vois ici, vous avez le rectum et ce que vous voyez ici, c'est la poche qui se forme ici, vous le voyez. Et les selles restent dans cette poche. Donc on va aux toilettes et donc il y a les selles qui vont tomber, mais on ne se sent pas vide parce qu'il y a des selles qui restent dans la poche. Et donc on essaie de pousser, mais rien ne se passe parce que les selles sont piégées, puis finalement les selles vont ressortir de cette poche et on va avoir de nouveau envie d'aller aux toilettes. Et donc le fait de pousser peut aussi provoquer des hémorroïdes, des problèmes dans le rectum également, à cause de la pression qui est exercée pour essayer de le vider. Donc je compare ça avec une allergie. Alors dans les patients ont souvent des ballonnements, des crampes quand ils ont des problèmes digestifs. C'est comme ces selles qui restent là, qui stagnent, et c'est comme si ça provoquait des odeurs, non? Comme de l'eau qui stagne. Et pourtant, il faudrait qu'il y ait un flux comme dans une rivière. Sinon, il n'y a pas de flux comme dans une rivière. Ça devient une réserve d'eau qui stagne. On ne va pas boire de l'eau dans un étang stagnant, non. Et il faut savoir que dans l'intestin, il y a des millions de bactéries pour essayer de réguler le système immunitaire et digérer les aliments. Si ces bactéries ne sont pas saines, eh bien, l'intestin n'est pas sain. On peut avoir des malformations qui peuvent se développer dans les intestins. Ces bactéries vont commencer à faire fermenter les aliments, spécialement les pommes de terre, les pâtes, les carbohydrates. Et cela pourrait créer un certain malaise au niveau digestif. Donc on va essayer de traiter les bactéries, mais il faut restaurer le flux digestif. Si on ne le traite pas bien, la constipation va revenir. Il faut vraiment qu'on arrive à ce flux comme dans une rivière pour que le niveau bactérien se normalise. On peut parler aussi d'intestins sensibles. Donc des fois, il y a des intestins qui sont sensibles et
Lorsqu'on va prendre une petite quantité d'aliments, cela va créer déjà des problèmes. Et il y a différents mécanismes. L'intestin devient sensible petit à petit. Dans certains patients, ça cause une inflammation au niveau intestinal. Ils peuvent avoir une gastrite. Cela va créer une sensibilité. Et pour les nerfs périphériques, ils sont aussi sensibilisés, donc on va avoir des douleurs plus facilement. Donc les nerfs intestinaux, après une blessure, ils vont se sensibiliser. Et si l'inflammation, cette blessure est assez forte, ça arrive à une sensibilisation au niveau de la moelle épinière. C'est une sensibilisation spécifique. Donc, si les nerfs de la moelle épinière sont sensibilisés, ils peuvent rester sensibilisés pendant longtemps. Donc, on peut avoir l'impression d'être sain, mais les nerfs qui restent sensibles, car c'est une sensibilisation qui arrive à la moelle épinière, et ceci peut durer pendant assez longtemps, cette sensibilisation. Cela peut nous créer une certaine douleur ou un malaise, on ne se sent pas vraiment à l'aise. Il y a aussi des parties du cerveau qui sont actives quand les signaux de la douleur arrivent, et c'est pour ça qu'on ressent cette douleur. Et lorsque on ressent du stress ou on est anxieux, la douleur peut s'intensifier aussi. Il y a des signaux qui viennent du cerveau jusqu'à la moelle épinière, et puis on essaye de réduire la douleur, mais cette réduction de la douleur diminue au moment de stress. Donc ce sont des douleurs qui vont être davantage ressenties parce que les inhibitions, les inhibiteurs ne fonctionnent pas. Donc il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe également dans les intestins, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sensibilité des nerfs des intestins, parce que des fois cela augmente la perception de la douleur. Donc c'est vraiment une approche multidisciplinaire pour pouvoir gérer cet aspect-là. J'aimerais parler d'une autre cause de la douleur que je vois souvent chez mes patients. Ce sont la douleur qui vient des muscles de la paroi abdominale. Comme vous voyez, il y a beaucoup de muscles dans la paroi abdominale et juste au milieu, c'est 5 cm de chaque côté, c'est le muscle du rectus. Donc, c'est là où les gens vont à la salle de sport pour avoir cette tablette de chocolat, tel qu'on dit. Donc, il y a beaucoup de nerfs qui passent par là également. Il y a des nerfs qui passent des deux côtés de ce muscle, tous les 5-6 cm. Vous voyez ici en blanc les muscles, les nerfs qui passent. Et donc, ces nerfs cutanés intérieurs passent par ce côté-là. En blanc, c'est le nerf qui passe par le canal dans le muscle. Et on peut avoir des nerfs qui restent attrapés, un pincement de nerfs. C'est comme dans les mains, des fois, on peut avoir des pincements qui provoquent des brûlures. Et de la même manière, on peut avoir un pincement de nerfs dans la paroi abdominale. Et souvent, nous n'avons pas une bonne posture, nous n'avons pas vraiment une bonne force abdominale. Et cette pression constante sur la paroi abdominale nous amène à des points qui déclenchent ces douleurs. Et on peut avoir ces pincements de nerfs. C'est quelque chose qui peut être traité avec une bonne physiothérapie, l'exercice. Des fois, on peut aussi mettre des stéroïdes ou des antalgiques dans ces points qui déclenchent la douleur dans la paroi abdominale. Donc, en général, ce ne sont pas des douleurs qui sont présentes tout le temps. C'est pire après le repas ou qu'on essaye d'aller aux toilettes. Mais c'est vrai qu'on peut l'avoir quand on se couche, quand on se lève. Des fois, c'est à droite, des fois à gauche. Des fois, quand on s'allonge, il y a vraiment un élément de posture qui entre en jeu. Donc, si on a ce type de douleur, quand on s'allonge, ça pourrait être un problème avec la paroi abdominale. Et c'est quelque chose dont il faut parler avec votre docteur. Et quand on parle aussi de l'épanchement intestinal,
l'intestin perméable, on voit dans la littérature que il y a sûrement un facteur qui va déclencher l'imperméabilité des intestins chez les patients que nous voyons. L'intestin a toute une série de cellules. Ce sont vraiment les éléments constitutifs de notre corps. Ces cellules sont attachées les unes entre elles. Il y a peu de creux entre les cellules. Et ça permet qu'il n'y ait pas de bactéries, de particules que l'on ne souhaite pas de s'insérer dans la paroi intestinale. Mais des fois, s'il y a des inflammations, des bactéries que l'on ne veut pas, ou il y a du stress, on sait aussi que le stress peut créer cette perméabilité dans l'intestin. Donc, pour différentes raisons, les creux qu'il y a entre les cellules peuvent s'ouvrir. Et ceci peut faire en sorte que des particules non souhaitées entrent. Donc, le système immunitaire, en général, signale à l'intestin qu'il y a ces particules. Voilà, il faut absorber ces particules alimentaires et ne pas absorber d'autres particules alimentaires. Donc, on peut avoir toute une activité du système immunitaire qui va déclencher donc ces intolérances alimentaires, car le système immunitaire va réagir à ces éléments qui entrent. Ceci peut être la raison qui provoque ces allergies et ces intolérances qui sont déclenchées chez nos patients. On a aussi parlé de l'histamine, de l'intégration de l'histamine dans les muscles. Et puis, il y a aussi on n'a pas assez d'éléments pour nous aider à comprendre ceci, mais il y a des patients qui développent des insommes, des symptômes qui ressemblent à l'allergie ou aux intolérances. Mais dans la majeure partie des patients, ce sont des intolérances qui viennent par d'autres raisons, par la lactose, etc. Mais ici, c'est vraiment une maladie spécifique. Donc, dans les mastocytes, c'est quelque chose de présent dans un pourcentage assez faible des patients et c'est difficile à diagnostiquer. Pourtant, les patients peuvent avoir des crampes ou des diarrhées juste après le repas, beaucoup de gaz également. Eh bien, maintenant aussi, ce que nous appelons POTS est associé avec des problèmes intestinaux. Et ceci a trait à des problèmes vasculaires. Quand on mange, eh bien, on a beaucoup de sang qui va vers l'estomac et les gens se retrouvent avec de l'hypotension qui peut provoquer donc des problèmes parce que le sang va vers la cavité abdominale et il se peut qu'il y ait bien sûr une fatigue, on se sent pas à l'aise, on peut même s'évanouir, avoir la nausée. Et on va parler donc de ce système où le stomac a plusieurs parties qui vont travailler ensemble pour mélanger les aliments. Et puis, il y a donc toute cette partie quand le stomac s'ouvre. Et normalement, ceci va beaucoup plus rapide si c'est quelque chose de liquide que si c'est quelque chose de solide. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins à l'intérieur, n'est-ce pas, près des intestins. Et si vous mangez quelque chose où il y a des hydrates de carbone, beaucoup de sucre, etc., et il y a donc, si vous avez pris quelque chose de liquide, ça va rapidement vers donc l'intestin grêle et donc il y a une concentration très élevée. Et si vous vous rappelez vos leçons de physique, il y a l'osmose. Si vous avez un beaker et vous le divisez en deux sections, vous avez une membrane semi-perméable et vous avez deux concentrations. Ceci va aller de la faible concentration vers la haute concentration jusqu'à ce que ça va se normaliser. Si vous avez une concentration élevée au niveau de l'intestin grêle, eh bien ça va passer, le sang va essayer de neutraliser et vous avez une hypotension. Vous avez une augmentation de la fréquence cardiaque. C'est ce que nous appelons le syndrome dumping. Donc vous avez beaucoup de sucre, des hydrates de carbone au niveau œsophagique. Très rapidement, vous pouvez avoir cette sensation de... on se sent malade, envie de s'évanouir. On sent ce type de dizziness, on ne se sent pas à l'aise. Et voilà les problèmes généraux en ce qui concerne
le diagnostic et l'approche générale en ce qui concerne les problèmes gastro-intestinaux. Pour expliquer ceci, ce que nous savons, nous devons reconnaître tout pour aider. Il faut reconnaître qu'il y a un problème, avoir de l'empathie, l'explication des symptômes multiples, et ce n'est pas tout indépendant, mais tout ceci vient de la même origine. Donc il faut travailler avec des collègues, ceux qui s'occupent de notre régime alimentaire, ceux qui vont travailler avec de l'antalgie, travailler les collègues qui comprennent tout ceci, orthostatique, de hypotension orthostatique, problèmes articulaires et urinaires, et de psychologues aussi. Il faut comprendre que, comme tous les sujets, vous pouvez avoir beaucoup de raisons pour avoir des symptômes. Il faut voir des problèmes inflammatoires au niveau intestinal, et il faut voir aussi si vous avez des problèmes d'hypermobilité. Il faut exclure d'autres causes des mêmes symptômes. Il y a donc des essais, parce que l'endoscopie, les ultrasons peuvent être négatifs, mais vous pouvez voir la motilité intestinale. Donc vous pouvez voir aussi s'il y a des problèmes au niveau physiologique de plancher pelvien. Ça va permettre d'identifier le mouvement, les sensations, etc. Donc, beaucoup de sujets décrivent ce problème d'intolérance alimentaire. Mais on ne sait pas quel est le régime qui est le meilleur. Mais maintenant, il y a beaucoup de preuves. On parle de ce que nous appelons peu de graisse, beaucoup de... Alors attention, c'est ce que nous appelons le régime FODMAPS. Ceci a été suggéré dans le cas de personnes qui ont des problèmes de sensibilité à l'histamine, des problèmes d'activation des mastocytes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'essais cliniques qui vont contrôler le régime à faible histamine. Il y a beaucoup d'allergies développées, et après ceci, donc, c'est pourquoi les gens prennent des antihistaminiques et des stabilisateurs de mastocytes. Ceci peut être considéré quand il y a cette intolérance alimentaire, et ceci est un problème qui découle des mastocytes. Nous avons publié ce type d'études récents, très récemment, si vous utilisez donc le régime FODMAP, et que, alors attention, parce qu'il se peut qu'il y ait de la diarrhée ou de la constipation dans le cas de l'eau malade. Dans le cas de problèmes orthostatiques de pression, si vous avez, alors il faut manger doucement, ne pas mélanger les liquides avec les solides, augmenter la quantité de graisse et de protéines, augmenter la quantité de sel, et ne pas prendre beaucoup de sucre ni beaucoup d'hydrates de carbone. Il y a des gens qui utilisent ceci pour contrôler l'hypoglycémie postprandiale due au fait de vider très rapidement l'estomac. Ceci peut aider, n'est-ce pas? Alors, en ce qui concerne l'alimentation entérale et parentérale, c'est nécessaire dans quelques malades, mais un pourcentage faible. Mais il y a des problèmes d'infection, des problèmes de douleur qui nous mènent à envisager des possibilités. Et il faut améliorer la situation de nos malades avant d'arriver à ceci. Alors il faut utiliser donc et trouver des malades afin de retrouver la situation adéquate. Il y a des éléments psychologiques aussi. Il se peut qu'il y ait des problèmes d'anxiété, dépression, problèmes alimentaires qu'il faut considérer, envisager. Il faut tout considérer en même temps. Et je crois qu'il faut ne pas utiliser les médicaments comme les opiacés, les dérivés, donc, parce que ceci, painkiller, ce type d'antalgique, ce médicament antalgique, n'est pas une bonne solution. Et nous avons de la gabapentine, amitriptyline, qui peuvent être utiles, mais attention, parce que il faut considérer qu'il faut prendre de l'air, respirer à fond. Et ceci peut beaucoup aider du point de vue psychologique. Pour des gens qui ont des problèmes de constipation, il faut utiliser des médicaments comme vous voyez ici pour que les ramollir donc les
déchets. Donc de cette façon, vous pouvez Movicol, Sénocode, Dulcelac et autres. Et nous pouvons dire qu'il y a les bonnes bactéries, et tout ceci, nous utilisons des probiotics et nous utilisons parfois, attention parce que les antibiotiques, attention aux effets des antibiotiques, mais nous devons considérer le soin multidisciplinaire et nous devons donc avoir des services capables de gérer adéquatement nos malades. Et ici, simplement, je remercie ceux qui m'ont aidé et aussi, bien sûr, ceux qui ont contribué financièrement au développement de nos recherches. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci. Eh bien, revenons au vif du sujet. Nous devons dire, est-ce qu'il est fréquent d'avoir des problèmes vésicaux dans ce type de malade du syndrome LR dans l'eau. Des problèmes, comme on a des problèmes de motilité, des problèmes intestinaux, peut-être, mais il n'y a pas de lien direct entre des problèmes vésicaux et le syndrome LR dans l'eau. Pour l'instant, pas de développement direct, pas de rapport direct pour l'instant prouvé. Ce n'a pas été prouvé. Est-ce qu'il est fréquent dans le syndrome LR dans l'eau, alors avoir des problèmes simplement de prolapse ou que ceci, il y a ce qu'on appelle l'isoptose. Alors tout va tomber un peu dans la cavité abdominale et c'est plus bas que ce qui est normal parce que les ligaments vont donc se relâcher et tout tombe. Ceci peut arriver au niveau du côlon aussi et vous l'avez au niveau du plancher pelvien qui est extrêmement mobile et parfois ceci rend difficile. Il y a le prolapse du rectum et d'autres organes. Donc tout tombe et ceci réellement n'est pas très fréquent, mais oui, on constate ceci. Quel est votre point de vue en ce qui concerne le contrôle du reflux et est-ce qu'on peut le faire avec une production d'acide à long terme compensatoire? Eh bien, je crois que dans le cas où l'on a des brûlures d'estomac graves, peut-être il faut passer au régime où il faudra réduire le type de nourriture qui produit les symptômes et voir la situation où le fait de vider l'estomac très lentement peut aussi, il faut considérer, parce que parfois on utilise la bombe à protons, mais on peut avoir des problèmes, car il faut de l'acide pour tuer les bactères. Donc attention, si nous devons arrêter l'inhibition de la bombe à protons, évidemment, attention, si vous arrêtez, et vous pouvez le continuer, mais doucement. Alors, nous pouvons utiliser des antagonistes qui ont un effet plus doux pour contrôler le reflux. Donc, des éléments de blocage de l'histamine peuvent être utiles aussi dans le cas des personnes allergiques. On pourrait utiliser des antihistaminiques. Est-ce que vous pouvez nous parler dans le cas de cœliaque? Pas directement de dommages, des problèmes. Ceci, il n'y a pas de problème type comme ceux qui souffrent d'une maladie cœliaque. Ceci est plus fréquent dans le cas des personnes qui ont un syndrome de l'air dans l'eau avec hypermobilité. Nous en parlerons. Mais il y a quelques éléments. Oui, ça peut avoir des types de cœliaque. Vous pouvez donner du zinc, du magnésium, des vitamines pour améliorer la situation. Oui, pour l'instant, ce n'est pas très clair, non. En ce qui concerne les recommandations là-dessus, je crois que si la nutrition n'est pas adéquate, il faut augmenter tous les minéraux et les vitamines nécessaires. Et il y a des gens qui parlent de magnésium, d'utilisation de magnésium, et ceci va très bien et c'est très utile aussi. Mais je crois que ceci, il faut le considérer avec les spécialistes en ce qui concerne la nutrition pour essayer de trouver un régime équilibré. Si ce n'est pas possible, des éléments pourraient être nécessaires, mais ceci pas varié d'après les individus, donc ceci dépend de l'individu.
Alors, des problèmes de déglutition qui peuvent être intermittents. Oui, ça peut apparaître et disparaître. Est-ce qu'il y a une raison contre le vomissement cyclique et des périodes de migraine, des problèmes de douleur qui peuvent être en rapport? C'est fréquent dans le cas des personnes qui subissent donc ces migraines. Alors les migraines, les allergies et tout ce qui est intolérance alimentaire, tout ce qui va avec le système gastro-intestinal et le vomissement cyclique, tout ceci peut être en rapport avec l'histamine et l'activation musculaire. Mais ces personnes, quand on utilise des antihistaminiques, ça s'améliore, des stabilisateurs musculaires. Oui, alors c'est des stabilisateurs musculaires qu'on utilise qui peuvent aider. Il se peut qu'il y ait un facteur, un dénominateur commun, un rapport avec l'histamine et les mastocytes, mais je crois que ceci doit être considéré. Dans le cas de la migraine, l'histamine peut être un problème. Oui, bien sûr, il faut considérer l'utilisation des antihistaminiques. Des données sur le type, donc les problèmes intestinaux et EDS ou le type de syndrome LR d'Allo. Eh bien, oui, je crois que l'association entre les problèmes gastro-intestinaux et le syndrome de l'air dans l'eau, c'est bien établi, le rapport est clair, une chose mène à l'autre. Il y a une petite différence, l'association ne veut pas dire cause-effet, simplement il faut voir quelle est la raison des symptômes. Ceci peut être au niveau des nerfs, au niveau des tissus conjonctifs, au niveau musculaire. Ceci, il faut comprendre à fond. Merci. On a la chance de vous avoir, professeur, car vous faites une recherche mondiale. Merci de votre temps. Merci d'être ici parmi nous. Merci, monsieur le professeur.